La France est un État négrier. C'est-à-dire? Qui ne mange que par le pillage, par le vol, par l'assassinat. C'est un État négrier. Non, et un État négrier ne peut s'imposer que par la force. Et la force, c'est l'armée dont elle a essaimé les pays de son ancien précaré. Ça n'existe plus. Alors, quand tu dénonces ça, c'est que tu touches à son beefsteak. Voilà pourquoi la France ne peut pas accepter. Est-ce que c'est difficile à comprendre? Depuis que 3 pays seulement, Niger, Mali, Burkina, qu'on dit être les plus pauvres, depuis qu'ils ont quitté l'esclavage, depuis qu'ils ont quitté les conneries de la Banque de France et de la BCEAO, mais ils vivent bien. Et qu'est-ce qui se passe? C'est en France qu'on s'aligne pour fouiller les poubelles pour manger. Bienvenue sur Afrique en question, votre espace d'analyse pour décrypter les grands événements qui façonnent l'avenir de notre continent. Dans cette première vidéo, nous revenons sur un sujet marquant, l'attaque contre la présidence tchadienne à N'Djamena, qui soulève de nombreuses interrogations dans un contexte de rupture des accords militaires entre le Tchad et la France. Cette analyse est enrichie par les contributions de 2 experts de la chaîne panafricaine New World TV. Luc Abaki, journaliste et directeur de l'Institut africain de géostratégie appliquée, qui qualifie cette attaque de symbole d'un impérialisme français qui refuse de mourir. Sogouyou, ancien ambassadeur, qui ajoute « La France n'accepte pas que l'Afrique revendique sa souveraineté. Elle réagit toujours par des représailles déguisées. » Dans cette vidéo, nous aborderons les pratiques néocoloniales qui continuent de structurer les relations entre la France et l'Afrique. Les parallèles avec des événements similaires au Mali et au Niger, où des accusations de collusion entre Paris et des groupes terroristes ont émergé après la dénonciation d'accords militaires. Les zones d'ombre entourant l'attaque de N'Djamena et les hypothèses sur ses motivations profondes. Ces analyses soulèvent des questions cruciales sur l'avenir de l'Afrique et sa relation avec les anciennes puissances coloniales. Restez jusqu'à la fin pour découvrir ces enjeux en profondeur. N'oubliez pas de donner votre avis en commentaire et de vous abonner à Afrique en question. France-Tchad, le maréchal Déby paie-t-il le prix de son ingratitude, entre guillemets? C'est le thème du jour et vous êtes invité à enrichir cette émission avec vos contributions envoyées via WhatsApp. Au plateau, donc, Luc Abaki, est-ce que vous faites un lien entre l'attaque de la présidente tchadienne, je vais tout droit au but, et la rupture de la coopération de défense avec la France? Parce que les 2 événements sont plus ou moins concomitants. Alors, est-ce que je fais un lien? Vous savez, on ne va pas charlater ici. Nous sommes des journalistes, on ne peut qu'analyser des faits, justement. Alors, pour analyser une situation pareille, je pense qu'il faut d'abord recourir au contexte lui-même. Nous sommes en face d'un pays impérialiste qui, depuis des siècles, a toujours cru que sa vie, sa survie, son aura, sa puissance, son influence dépendent littéralement de sa présence dans des pays qu'elle considère comme donc des pays sous-développés et à qui elle devait apporter la civilisation. Donc le rôle de la France en Afrique a toujours consisté à spolier nos ressources, à influencer, à intimider, à sous-traiter justement les citoyens africains. Et donc c'est ce qui explique que pendant des années, la France a toujours pris pied dans nos territoires sur notre continent. Jusqu'à la question de la décolonisation, qui n'a d'ailleurs pas prospéré, puisque justement, lorsque les Africains ont décidé d'arracher leur liberté et donc d'acquérir leur souveraineté, la France a trouvé les moyens de mettre encore des nœuds qui lui permettent précisément de continuer à contrôler justement notre économie, notre vie politique, notre vie culturelle, sociale, etc. etc. Et donc, c'est ce qui explique que jusqu'à cette date-là, la France a encore des bases militaires dans beaucoup de nos pays, tout comme elle continue de contrôler nos ressources financières à travers le franc CFA, etc. etc. Et dans un tel contexte, lorsqu'un pays souverain décide justement de la rupture des accords de coopération militaire avec un tel pays, et que dans la même foulée, ce pays-là subit de plein fouet une attaque au niveau de sa présidence, etc., on est en droit, par pur bon sens, de se dire qu'il y a un lien. D'autant plus que le Tchad n'est pas le tout premier pays à dénoncer les accords militaires et à subir ces genres, justement, d'attaques-là.
Vous vous rappelez la situation du Mali, lorsque le Mali a dénoncé les accords militaires et demandait précisément le départ des forces militaires françaises. Vous avez vu tout le méli-mélo qu'il y a eu, au point même où le Mali a été amené à documenter des situations de connivence entre les forces françaises et les ennemis de ce pays, notamment les terroristes, etc. Et je peux vous ajouter le cas nigérien. Voilà, exactement. Que ce soit dans le cas du Niger, du Nigeria ou même donc du Tchad, on peut se dire que la France n'ayant pas changé de logiciel, il est clair qu'elle prend toujours en mal cette question de souveraineté qui commence donc à germer et à prendre corps dans nos pays. Et donc toutes les fois où un dirigeant africain se donne l'audace de demander à la France de déguerpir du point de vue militaire ou même économique, il y a toujours cette question de représailles qui se manifeste. Et donc, c'est clair que dans un tel contexte, on ne peut ne pas établir un lien entre précisément cette attaque du palais de N'Djamena et justement l'annonce de la rupture des accords militaires entre le Tchad et la France. Oui, mais attaque, certains apportent des doutes peut-être raisonnables parce qu'il s'agirait d'un bus qui serait tombé en panne et des badauds se seraient sortis de ce bus pour se diriger vers la présidence avec des couteaux. Situation quand même rocambolesque. Excellence Sogoyou Kegewe, est-ce que vous faites un lien entre ces attaques qui surviennent au moment où les troupes françaises sont en train de quitter le Tchad? Mais quand un président passe son temps à insulter crapuleusement ses collègues présidents d'Afrique juste parce qu'ils sont noirs et qu'ils n'ont droit à aucun respect, aucun égard, il les traite d'ingrats, il tourne en bourrique des chefs d'État africains âgés qui auraient pu être son papa, comme en Côte d'Ivoire, comme au Sénégal, en disant c'est moi qui ai décidé, et on leur laisse l'honneur d'annoncer et ils s'approprient l'affaire. Je voudrais même, avant d'aller plus loin, parler de l'ingratitude que le président français dénonce à tout va. Mais la France est pleine d'historiens de haut niveau. Pourquoi il n'y a pas un seul qui puisse aller à l'Élysée rappeler à ce gamin? C'est vrai, il a été tellement traumatisé. Il semble quand il avait 16 ans, il a eu des traumatismes qui l'ont marqué tellement qu'il a toujours besoin de compensation, de dominer quelqu'un, parce que lui là a été écrabouillé très tôt. Alors, il n'y a pas un historien pour aller dire à ce Macron, à propos d'ingratitude, ce que la France doit à l'Afrique. Parce que si on ne le dit pas, parce qu'on sait que nous les Africains, c'est vrai, on ne connaît pas notre histoire, ou bien quand on la connaît, on la néglige. Les Africains, leur chanson, ah non, il faut laisser ça se passer, Dieu va tout faire. Mais attendez, si vous continuez comme ça, vous voyez ce qui se passe aujourd'hui? Si vous continuez comme ça, c'est notre existence même qui est en cause. Parlons de reconnaissance. Sans l'Afrique, il n'y aurait plus de France aujourd'hui. Dès que les Français, l'armée française a entendu le premier coup de feu des Allemands, mais ils ont fui comme des lapins. Et le seul qui avait des couilles pour résister, c'est De Gaulle. Et il a rallié l'Angleterre. Le reste, ils ont fui. Ils sont allés à Vichy avec leur vieux maréchal Pétain. Et aujourd'hui, c'est ces pétainistes-là qui ont fui devant les Allemands, qui traitent les Africains d'ingrats. Parce que, justement, ils n'ont pas vu les prouesses des Africains pour libérer la France, d'autant plus qu'ils étaient en train de faire bisous, amis avec les nazis. Alors, Macron, s'il connaissait un peu l'histoire, ou bien s'il avait la chance d'avoir un historien à ses côtés, saurait que pourquoi on parle de tirailleurs sénégalais? Il n'était pas seulement sénégalais, mais ça veut dire que le Sénégal a donné certainement le plus grand contingent, et Dakar étant le plus grand port d'où les gens partaient, est-ce que la France a payé quelque chose au Sénégal pour tout ce que le Sénégal a sué et saigné pour elle? En récompense, ceux qui se sont battus, les survivants, on les a amenés à Tiaroy, on les a exécutés comme des malfrats. Ça, c'est la France. Maintenant, le Tchad. Mais est-ce qu'il n'y a pas un seul Français qui se rappelle
que quand De Gaulle a proclamé la France libre de Londres, que le premier État qui s'est rallié à l'idée de la France libre sous la direction du gouverneur Félix Éboué, c'était le Tchad. C'est le Tchad qui a été le premier État de la France libre. Ce n'est pas la France actuelle qu'il était, c'est le Tchad. Et c'est du Tchad qu'ils sont partis, aller en Afrique centrale, Brazzaville, machin, avec le général Leclerc, qui a combattu dans le désert jusqu'à Koufra. Ils ont fait le fameux serment de Koufra, où ils ne baisseraient les armes que quand Strasbourg aurait été pris. Tout ça, qu'est-ce que les Africains ont eu en échange? En échange, c'est que quand la guerre est finie, les Africains auraient dû faire comme les Américains, occuper la France avec des bases militaires et imposer à la France une monnaie. Ils ne l'ont pas fait. Tout bon gentil, ils sont retournés chez eux et c'est la France qui les suit avec son armée pour les occuper, avec une monnaie de singe pour leur imposer ça, pour les maintenir dans la misère, une misère noire, parce que nous sommes noirs certainement, une misère noire jusqu'aujourd'hui. Et tout ce qui se passe dans le monde, cette soif de liberté qui secoue toute la planète et tous les peuples, la France fait comme si les Africains, eux, n'avaient même pas le droit de rêver au mot liberté, et ils sont là avec des conneries du genre démocratie, droit de l'homme, alors que c'est un peuple. C'est pas un peuple, c'est pas le peuple français, mais c'est des dirigeants pires que les nazis. Parce que ce qu'aujourd'hui Macron fait et il dit sur nous, mais c'est un nazi. Les chefs nazis ne faisaient pas mieux et pire. Donc le Tchad, 1 280 000 km². La France fait combien de quelle superficie? Et ce pays-là dit, écoutez, nous pouvons nous défendre nous-mêmes, parce que depuis que les Français sont en Afrique, dès qu'ils sont en Afrique, dans un pays avec leur armée, le terrorisme fleurit, l'insécurité fleurit, les gens meurent. Alors, les gens, à commencer par les États du Sahel, ont dit, mais quand même ça suffit, nous allons nous défendre nous-mêmes. Aujourd'hui, le Tchad, lui n'a même pas encore dit ce que les gens du Sahel ont dit. Le Tchad dit, écoutez, ramassez vos soldats, votre soldatesque, rentrez chez vous. La France est assez grande, il y a assez d'espace pour loger 1000 soldats. On ne sait pas pourquoi vous venez occuper notre pays. Et cela finit par quoi? Une attaque contre la présidence. Et comme l'attaque s'est terminée en queue de poisson, on paye toujours les mêmes idiots utiles noirs qui distillent les informations selon lesquelles c'était de pauvres idiots qui passaient, ouvriers, et que bon, le bus est tombé en panne. Mais quand attends, tous les pays ont une présidence, hein. Que tu ailles ici à Lomé, il y a une présidence, hein, au Ghana, il y en a, au Bénin, il y en a. Si ton taxi, ta voiture, ta moto tombe en panne en face de la présidence, ça arrive, hein, parce que la voiture ne demande pas l'autorisation avant de tomber en panne. Mais quand tu quittes ton véhicule, Gilles, tu sais bien que si tu ne sais pas, ok, tu sais que c'est la présidence. Quand tu quittes ton véhicule, la meilleure chose à faire, c'est de t'éloigner le plus rapidement possible. Ou bien un seul élément avance vers un garde de sécurité pour lui dire, excusez-nous, on a eu un problème, on ne sait pas comment on va faire pour des raisons de sécurité, puisque c'est devant la présidence. On se retire pour chercher un mécanicien pour venir tirer notre voiture. Au lieu de quoi les gens sortent, il y a même des images de vidéosurveillance. Les gens sortent, il y a un intense échange de coups de feu. Et aujourd'hui, on dit non, que c'était des maçons qui revenaient du chantier. Mais combien de maçons revenant du chantier ont des armes pour tirer? Combien de maçons revenant du chantier ont des coupe-coupe? Est-ce qu'on va au chantier avec des coupe-coupe? Oui, mais en fait, d'armes, même, il y a des versions contradictoires. Certains disent que les assaillants n'auraient sur eux que des armes blanches. Oui. Écoutez, pour faire quoi avec des armes blanches? Si on dit d'abord que c'est des ouvriers qui revenaient du chantier. Est-ce qu'on revient d'un chantier avec des armes blanches? S'ils ont des truelles, des mètres pliants, des niveaux, ok,
C'est avec ça qu'on travaille au chantier. On n'est pas maçon, mais on connaît le B.A.B.A. des outils qu'il faut pour travailler au chantier, que tu sois maçon, menuisier, électricien, carreleur, on sait de quel outil on a besoin pour travailler. Oui, mais qu'il y ait une attaque, c'est une chose, mais qu'il y ait un lien de cause à effet entre le départ des eaux françaises et cette attaque, c'en est une autre. Non, c'est pas seulement le Tchad qui est visé. Les gens là, ils sont en attaque dans toutes les directions. Regarde les pays du Sahel, ils sont attaqués matin, midi, soir. Mais lui, Kabaki, ils sont attaqués, donc c'est pas nouveau. Je pense qu'il faut revenir à un certain nombre de faits. Vous vous rappelez, lorsque le général Tchiani a fait sa dernière interview, il a révélé un certain nombre de faits, notamment lorsqu'il a été demandé aux forces françaises de partir. Elle a pris attache avec les terroristes de Boko Haram dans le lac Tchad pour un certain nombre de deals. Il a dit il n'y a même pas 3 semaines et on constate que l'attaque en question du Tchad est menée précisément selon ce qui a été révélé par Boko Haram. Or, il y a très longtemps qu'en réalité, on n'entendait plus cette histoire de Boko Haram. Donc, ça veut dire qu'il y a un lien de cause à effet. Et puis, je précise que lorsque le général Tchiani a dit cela, on n'a pas entendu la France démentir quoi que ce soit. C'est plutôt la CEDEAO qui a trouvé opportun de couvrir certains des pays, comme le Nigeria. Comme quoi le Nigeria n'était pas en connivence avec qui que ce soit, qui n'aurait pas la perspective de mise en place d'une base militaire quelconque française au Nigeria. Patatras, c'est plutôt Emmanuel Macron qui, devant ses ambassadeurs, dit clairement qu'il a engagé un nouveau partenariat avec le Nigeria et que bon, mais voilà, c'était une aberration qu'il n'y ait pas eu ce type de relationnel au départ avec le Nigeria. Vous voyez? Bizarrement, lorsqu'il y a eu l'attaque du Tchad, ou même tout la déclaration de Macron la dernière fois, insultant des chefs d'État de notre sous-région, est-ce que vous avez entendu la CEDEAO? Mais c'est une insulte générale contre tous nos États lorsqu'on réclame une sorte de reconnaissance à nos États, alors qu'en fait, comme l'a rappelé tout à l'heure l'ambassadeur, c'est en réalité à la France d'exprimer reconnaissance au regard de tous les sacrifices qui ont été consentis. Ce n'était pas l'occasion précisément pour la CEDEAO de se manifester et de dire, mais ça suffit, que ces genres de provocations, d'insultes du président français doivent suffire, mais rien, silence radio. Tout ceci pour dire qu'en réalité, beaucoup de nos chefs d'État sont englués dans une forme de torpeur. Ils sont encore dans une peur bleue, pensant que la France est encore cette puissance, entre guillemets, qui doit pouvoir légitimer leur pouvoir dans nos pays. Il faut qu'ils comprennent qu'on est à un tournant décisif et que les populations en Afrique ont pris conscience du devoir pour eux de s'assumer désormais. Et donc, dans un tel contexte, quelles que soient les gesticulations de la France, quel que soit tout ce qui va se faire comme conspiration contre nos États, l'opinion étant déjà vive autour de cette question de liberté et d'indépendance, on ne pourra plus faire marche arrière et la France ne pourra que déguerpir. Et malheureusement, tous ces États-là, tous ces dirigeants qui malheureusement ne rentrent pas dans cette dynamique, mais vont être dépassés par les événements et ils vont devenir curieusement la risée justement du continent africain. Mais Excellence, en réalité, pourquoi la France prend-elle mal la dénonciation des accords militaires avec certains pays africains? La France est un État négrier. C'est-à-dire? Qui ne mange que par le pillage, par le vol, par l'assassinat. C'est un État négrier. Non, et un État négrier ne peut s'imposer que par la force. Et la force, c'est l'armée dont elle a essaimé les pays de son ancien précaré. Ça n'existe plus. Alors, quand tu dénonces ça, c'est que tu touches à son beefsteak. Voilà pourquoi la France ne peut pas accepter. Est-ce que c'est difficile à comprendre? Depuis que 3 pays seulement, Niger, Mali, Burkina, qu'on dit être les plus pauvres, depuis qu'ils ont quitté l'esclavage, depuis qu'ils ont quitté les conneries de la Banque de France et de la BCEAO, mais
ils vivent bien. Et qu'est-ce qui se passe? C'est en France qu'on s'aligne pour fouiller les poubelles pour manger. Même au Burkina, même au Mali, au Niger, qu'on disait pauvres, on n'a jamais vu ces scènes horribles. Des gens alignés, des pères de famille, des mères de famille, des jeunes étudiants alignés pour fouiller les poubelles pour manger. Oui, ben bon, les gens qui cherchent, qui se débrouillent pour manger, ça existe dans tout le pays. Non, ça n'existe pas dans tout le pays. On parle de la France, de la France généreuse, de la France riche, de la France des abondances. C'est d'elle qu'on parle. On ne parle pas du Burkina, du Mali ou du Niger. Ben, on ne peut pas dire qu'il y a plus à manger dans nos pays qu'en France. Quand même, bon. Donc, si 3 pays partent et qu'on en est déjà réduit à cette misère, imagine que les autres suivent. Mais la France est finie. Complètement fini. Donc, le combat d'arrière-garde que mène Macron, on le comprend. Parce qu'il va faire quoi? Il va gérer comment? La France est un pays industrialisé, très fort, dans des technologies de pointe. Mais qu'est-ce que Macron a fait? Il a pris les fleurons. Alstom, machin, il a vendu aux Américains. Pourquoi il a vendu aux Américains? Les Américains n'avaient pas besoin de ça. Il a vendu pourquoi? Parce qu'il se dit, mais il y a tellement de noirs à écrémer, à voler, que bon, je m'en fous. Prenez mes usines, prenez Alstom, prenez les choses nucléaires, l'industrie nucléaire, tout. Mais moi, je vais aller prendre chez les nègres et je vais vivre. Voilà que les nègres refusent qu'on prenne. Voilà qu'il a déjà bazardé ses industries. Et voilà ce pays au milieu du gué, à qui ne reste que la violence et le terrorisme pour manifester son existence. Alors, Luc Abaki, mais pourquoi ça fait mal? Ce que l'ambassadeur dit est d'autant plus vrai que je veux corroborer ça avec un certain nombre de chiffres. Vous voyez? Depuis l'arrivée d'Emmanuel Macron au pouvoir, il a traîné la dette française jusqu'à aujourd'hui 3 milliards d'euros comme dette, soit 114% du PIB français. C'est du jamais vu, ni en Europe, ni en France, ni dans le monde. Vous comprenez? Ça veut dire qu'aujourd'hui, la France est un pays pratiquement, disons, en banqueroute. Vous voyez? Première chose. Deuxième chose, sur le plan économique et social, enfin, politique et social, vous voyez combien il a toutes les difficultés pour gouverner parce que, justement, il a flétri son aura et son audimat auprès de la population à plus de 76%. Je précise que tous ces chiffres-là que je donne sont donnés par les instituts français. Hein. Aujourd'hui, 54% des Français qui nous ont révélé Macron depuis 2017 demandent sa démission. En tout, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est quelqu'un qui a fait le fiasco. C'est quelqu'un qui a échoué littéralement par rapport à la mission pour laquelle les Français l'ont révélé et l'ont mis sur leur piédestal. Et donc, dans un tel contexte, un tel monsieur a quoi d'autre à faire que de ne jouer de façon désespérée à une forme d'existence qui, en réalité, ne peut même pas avoir corps. Donc, à partir de l'instant où, sur le plan interne, sa légitimité n'existe pratiquement plus, alors qu'il s'arc-boute toujours sur ce titre de président, il est obligé de parler. Je dois préciser qu'en 1969, lorsque le général de Gaulle a dû démissionner, il n'avait pas cette impopularité-là. Mais étant entendu qu'il a le sens de l'honneur et il est un homme d'État, dès l'instant où le référendum a été rejeté, il a dit, ben écoutez, je ne suis plus légitime pour continuer à diriger. Un président dont la cote de popularité a chuté à près de 80%, continue donc de s'attacher à son pouvoir. Et qu'est-ce qu'il fait? Il ne fait que multiplier des provocations. S'il a autant déçu les Français qui ont investi leur confiance en lui, pourquoi vous voulez qu'il puisse être utile à la communauté internationale et notamment à l'Afrique, qui a été toujours le terrain d'exploitation et de spoliation des ressources dont nous disposons? Donc c'est pour dire qu'en tout état de cause, lorsqu'on parle du président Macron, il faut comprendre que c'est quelqu'un qui est structurellement et psychologiquement décapité. Et dans un tel contexte, il joue à la survie à travers des péroraisons tonitruantes, à travers des affirmations gratuites, à travers des théories qui n'ont aucune emprise sur le réel. J'ai fait une émission ici pour dire que, étant dans cette fragilité-là, il ne peut que nouer avec le déni. Donc chaque fois qu'il fait une affirmation, chaque fois qu'il sort, c'est des coups de bluff, des coups il fait du bruit médiatique pour maintenir son existence, parce que
sa parole n'est plus soutenue par des œuvres nobles qui devaient l'élever. Il a fragilisé la France et voilà pourquoi nous pensons que nos dirigeants doivent saisir l'opportunité aujourd'hui pour commencer à s'affirmer et pour tirer donc les marrons du feu, parce que la France, qui était notre handicap majeur, ne représente plus rien aujourd'hui sur le plan international et aucun dirigeant n'aurait ce droit-là de continuer à se faire d'illusions en pensant que sa légitimité pourrait tenir encore de la France. À travers cette première partie, nous avons exploré comment l'attaque contre la présidence tchadienne dépasse le simple fait divers pour devenir un symbole des tensions croissantes entre aspirations souverainistes africaines et résistance néocoloniale. Luc Abaki a évoqué l'idée d'un schéma récurrent où toute revendication de souveraineté africaine déclenche des mécanismes de déstabilisation externe. Pendant ce temps, ambassadeur Sogouyou a souligné que le rejet de l'influence française au Tchad, au Mali ou au Niger est irréversible, mais il viendra avec son lot de sacrifices. Dans notre prochaine vidéo, nous approfondirons ces dynamiques en examinant les critiques croissantes contre Emmanuel Macron, les initiatives audacieuses de leaders africains et les perspectives pour une Afrique indépendante. Partagez cette analyse, abonnez-vous à Afrique en question et enrichissez le débat en laissant vos réflexions en commentaire. Ensemble, construisons une compréhension plus claire de notre avenir commun.